dans le cadre d'une cure, c'est prendre conscience de toute son étendue, c'est mettre en branle un processus de subjectivation, mais qui peut réveiller aussi beaucoup d'autres émotions et sentiments comme la honte, la culpabilité. Le livre se présente en 3 parties qui sont très vastes, très denses. La première partie, mémoire des expériences traumatiques, me semble très intéressante d'un point de vue clinique. Le repérage du trauma ne se laisse pas appréhender d'une manière manifeste. C'est davantage le vide, l'absence, le figement, l'immobilité du corps, l'anesthésie, la bizarrerie, les transferts traumatiques où le patient projette des éléments dans un contexte qui ne l'est pas ou ne l'est plus. La deuxième partie évoque les différentes emprises traumatiques et montre comment les mécanismes pervers sont à l'œuvre dans les situations traumatiques. Comment la pensée est neutralisée, comment la culpabilité est inversée, comment le discours est inversé également, comment la honte et le silence sont imposés. Si on reprend le concept lobien du tu intérieur, le trauma détruit donc ce tu intérieur qui est une des conditions d'existence de l'expérience intérieure. La troisième partie, se reconstruire, qui nous intéresse peut-être encore plus précisément, nous analystes, même si les autres parties sont extrêmement intéressantes, notamment la question de la perversion, aborde la question du type de transfert propre au trauma et propose une méthode active que tu décris très bien dans le chapitre reconstruction psychique. Il s'agit d'un travail de co-recherche où l'analyste et le patient sont amenés à cheminer ensemble. Je ne vais pas lire la citation, mais il y a page 201, il y a Parle plus fort. Donc je pense que tu en parleras aussi de ce cheminer ensemble. Quand un patient est entravé par des symptômes traumatiques, il ne peut pas toujours associer librement. Il s'agit alors de s'y intéresser dans un plein effort de compréhension et de présence à l'autre. Là, je te cite. Je rappelle 3 éléments de technique analytique propres à l'écoute des traumas que tu reprends dans ce livre. La reconnaissance de ce qui s'est produit. Cette reconnaissance ne relève en rien d'une résistance au travail analytique, mais est une des conditions de sa mise en œuvre. Ensuite, être prêt à abandonner la position de neutralité afin d'accompagner activement le patient. Comme l'écrit Dory Loeb, un analyste doit être prêt à éprouver la stupéfaction, la blessure, la confusion, la terreur et les conflits ressentis par le patient. Et enfin, l'analyste est amené à déjouer certaines réactions thérapeutiques négatives en consentant à faire état de ses propres expériences de honte et de culpabilité de façon tout à fait exceptionnelle. Le fait que l'analyste se donne le droit d'exprimer son émotion lui permet d'agir sous la forme d'un alter ego, dira Ferenczi. Morello, lui, parle de tu intérieur, mais ce sont des formulations qui sont assez proches, qui va rétablir l'empathie nécessaire à retrouver justement cette expérience intérieure de l'analyse. Voilà. Donc, ça n'est pas un résumé, c'est quelques pistes que j'ai pu relever de ces parties, mais comme le livre est très dense, je vous conseille de le lire et puis ensuite, peut-être d'en reparler avec Yael. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Yael. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir invité ce soir au CERT et je suis ravie de voir en vrai Patrick Léraniche et Nicole Soran, que je remercie d'avoir accepté de faire cette présentation ainsi que d'ouvrir tout à l'heure la discussion. Alors, dans ce livre qui porte sur les traumatismes et sur la mémoire traumatique, je détaille des situations cliniques, mais aussi comment la société amplifie ou apaise les souffrances liées au traumatisme. Et enfin, j'essaie de réfléchir aux moyens de se soustraire à certaines emprises traumatiques.
Comme ce soir, je m'adresse essentiellement à des analystes, je commencerai par aborder plusieurs situations cliniques avant de partager avec vous une réflexion sur le discours pervers et la manière dont la société lui fait écho ou parvient à lui résister. Car cet ouvrage est le fruit d'un long cheminement personnel, commencé il y a plus de 15 ans. Il part du sentiment que j'ai eu de ne pas être suffisamment outillée pour tenir une place de thérapeute auprès de certains patients, notamment ces patients qui ne sont pas censés être à la hauteur d'un travail psychanalytique, entre guillemets, qui n'ont pas suffisamment, entre guillemets aussi, de capacité d'élaboration ou qui ne sont pas suffisamment en demande auprès de l'analyste. En gros, qui mettent en échec le dispositif analytique. J'avais commencé à parler au cercle des analystes anglo-saxons qui, surtout à partir des années 40, avaient choisi, au prix d'une modification terminologique de leur pratique, d'adapter aux pathologies psychotiques la psychanalyse. Or, depuis que les psychanalystes sont nombreux à exercer auprès d'enfants, il est davantage acquis que la position allongée n'est pas sine qua non, et idem pour la nature et surtout l'usage du silence. Je vais donc parler ici de patients qui parlent très peu et qui spontanément ne nous donnent pas suffisamment d'éléments pour qu'un transfert se noue à partir de leur seul discours. Mais il en irait de même pour des patients qui parlent tellement qu'ils veillent à noyer des paroles dont nous devrions nous saisir dans un flot ininterrompu, comme pour savoir si on va se noyer avec. Je vais parler de ceux qui viennent en disant qu'ils se méfient de nous et disent à chaque séance qu'ils ne reviendront pas, ou qui commencent par tester notre aptitude à nous positionner comme thérapeute auprès d'eux, mais qui excluent cette éventualité. Et aussi de ceux qui prennent tellement soin de leur thérapeute qu'ils n'abordent pas certaines expériences, de peur notamment que celui-ci ne s'en remette pas. Toutes ces mises en échec du thérapeute et de sa technique, qu'il ne peut appliquer tranquillement, m'ont amené à chercher d'autres outils, d'autres pistes de sens, d'autres positionnements thérapeutiques qui répondent pourtant à l'effort bien psychanalytique de comprendre ce qui se transfère en séance à travers ces manifestations violentes et ingrates. Je vais d'abord parler d'une patiente qui fut régulièrement abusée sexuellement pendant son adolescence. Lorsqu'elle comprit que les agissements silencieux de son père incarnaient la négation des valeurs qu'il défendait pourtant au quotidien à travers d'éloquents discours, elle ressentit soudain une solitude abyssale, au point d'affirmer qu'elle se trouvait désormais sur une autre planète. Pendant des décennies, elle parvint à murer dans le silence cette période de sa vie. Elle ne franchit pas d'elle-même le seuil d'un cabinet de consultation. Il lui fallut d'abord subir des opérations chirurgicales et y être incitée par des médecins avisés qui avaient fait le lien entre ces multiples symptômes somatiques handicapants et ceux régulièrement observés chez d'autres patients qu'ils savaient victimes d'agressions sexuelles. Tout comme le protagoniste du film de Sean Penn, Into the Wild, Christopher McCandless, elle rencontrait régulièrement, au fil du temps, elle a rencontré régulièrement des personnes merveilleuses, dignes de confiance. Et pourtant, elle ne parvenait pas à rester avec elles. Elle cherchait insidieusement à les amener à désinvestir leurs relations amoureuses et finissait par y parvenir. Rester dans la psychologie individuelle sans examiner ce qui, dans la sphère des liens, a été endommagé, empêcherait ici de comprendre la conduite énigmatique de cette patiente. La fiabilité des liens a été anéantie par le père. Et de ce fait, la jeune fille qu'elle était à l'époque s'est retrouvée sur une autre planète que la planète Terre. Autrement dit, extrêmement loin de tout être humain, quel qu'il soit. Entendre la nature traumatique des multiples symptômes dont elle souffrait a contribué à saisir leur origine et à rendre à nouveau possible certains liens de confiance. Qu'est devenue cette patiente ? Je n'en ai pas de nouvelles récentes, mais je l'ai accompagnée jusqu'à ce qu'elle construise matériellement, concrètement, avec de l'argent donné par son père après un héritage qu'il avait fait, une petite maison dans son pays natal, près d'une branche de sa famille, avec laquelle elle avait renoué et avec qui elle entretenait des relations ressourçantes.
Un individu n'est pas toujours en mesure d'accéder à un contenu traumatique qui donnerait du sens à son comportement, à son sentiment d'isolement, à sa difficulté d'être en lien avec d'autres. Avec cette patiente, tous ces liens ont été faits progressivement. Elle se les est appropriés au même temps que se négociait en séance le fait de prendre soin de son corps qu'elle vivait comme souillé par son père. La deuxième situation, dont je vais plus brièvement parler, est indirecte. C'est un patient qui me parla d'un cousin, s'apercevant des ravages faits par les secrets de famille, ce qui l'encouragea à poursuivre ses propres élaborations concernant d'autres secrets de famille. Le jeune cousin avait été diagnostiqué à l'adolescence tel. On remarqua ensemble, en séance, que nul n'avait cherché à aborder ni à explorer avec ce cousin ou avec la famille l'accueil catastrophique qui lui fut pourtant réservé à sa naissance. Lui s'en souvenait très bien. Le rejet maternel avait duré plus d'1 an. L'enfant était moche, n'avait pas le bon sexe. Il constata que cette période était devenue un tabou. Finalement, seul le mal-être insensé de l'adolescent a montré quelque chose. Le fait de ne pas avoir accès à ce savoir, de n'en rien savoir, en faisait un élément encapsulé dans le corps de ce cousin et inaccessible à sa pensée. Si semblable rejet agressif avait eu lieu à une période moins précoce, l'encapsulement produisant du non-savoir aurait concerné des éléments moins intriqués avec le processus de construction de la pensée. Toutefois, il n'aurait pas été nécessairement moins destructeur. On voit ici que le phénomène d'encapsulement permet d'insister moins sur un élément situé dans un espace bien défendu que sur l'imbrication pathogène d'un contenu traumatique au sein de l'économie psychique. On constate que les secrets de famille se dotent d'alibis qui permettent de faire perdurer leurs ravages. Ce dont nous disposons face à cela, c'est le postulat, c'est peut-être là que ça rejoint l'idée de méthode, c'est quelque chose qu'on pense qu'on peut poser, que ces raisons n'épuisent pas le champ des interprétations qui font sens, qu'il demeure possible malgré tout d'imaginer des hypothèses qui mettent en lumière des liens pathogènes entre certaines personnes. En somme, il s'agit de ne pas consolider des raisonnements qui ne renverraient un individu qu'à lui-même, à ses gènes, à ses défauts, excluant tout impact de la réalité externe. Laisser inaccessible un événement traumatique ne fait qu'éloigner une personne d'elle-même, de sa pensée et de ses émotions. Cela constitue en quelque sorte une lente agonie, où l'individu se perd peu à peu, devient méconnaissable pour son entourage et surtout pour lui-même. Je souhaite maintenant parler d'un patient qui, des années avant de venir consulter, s'est trouvé plusieurs semaines dans le coma après une agression. Un grave accident. En séance, il exprimait régulièrement sa peur de ne plus avoir toute sa mémoire, toute sa tête, et se sentait semblable à une mécanique qui fonctionnerait sans être véritablement animée. Il semblait embarrassé par son existence qu'il remplissait en travaillant. Ses collègues l'avaient évincé pendant son absence. Il ne travaillait plus avec ses collègues, il remontait il avait un autre projet professionnel. Il semblait embarrassé par son existence qu'il remplissait donc en travaillant, et ses collègues l'avaient évincé pendant son absence, ce qui avait ébranlé sa confiance en lui-même. Le silence qu'il amenait à chaque séance constituait une barrière épuisante à lui faire franchir, l'encourageant à exprimer ses pensées, à aborder son quotidien, son passé. Son silence reflétait notamment la difficulté, après avoir été trahi par ses collègues, au moment où il a été le plus vulnérable, de retrouver les dispositions intérieures permettant de tisser de nouvelles relations de confiance. Éteins ta caméra. Elle est déjà éteinte. Il y a un problème ? Non. C'est ainsi que son naturel enjoué et social s'interrompait régulièrement, tout net, après avoir énoncé une ou deux phrases. En séance, il transférait avec une certaine précision la catastrophe que constitue l'anéantissement brutal de liens qu'il pensait solides et avec eux, la possibilité de se fier à qui que ce soit.
Dans cette situation, l'événement traumatique n'est pas toujours directement rattaché à l'expérience ressentie comme vécue par le sujet. Si tel était le cas, il serait possible d'aborder, en termes de refoulement, ce mécanisme qui rend inconscient des éléments psychiques afin de résoudre certains conflits. Vécu comme extérieur, se produisant en dehors, il est retranché. Sans intégration, il peut être à la fois rattaché à du savoir et à du non-savoir. Mais il n'est pas intégré psychiquement à ce que l'individu est en mesure de symboliser spontanément, sans aide thérapeutique. Ici, ce qui avait été retranché, c'est la double trahison par le chauffard ivre qu'il avait renversé et laissé volontairement sur la chaussée, et par ses collègues qu'il avait rabaissé et avait décrété qu'il handicapait leur entreprise au lieu de le soutenir dans cette épreuve. Si le présent s'intègre à une continuité construite chronologiquement à partir des différents événements du passé, la capacité de l'expérience traumatique d'être indéfiniment gelée, frozen, montre comment elle est simultanément présente et en attente d'être intégrée. Le terme gelé désigne une vitalité saisie et qui rend la communication impossible entre sensation, pensée et événement. Cette expérience gelée est devenue au fil du temps qui glisse sur elle sans l'atteindre hors contexte. C'est ce qui peut la rendre de plus en plus difficile à comprendre à la seule lumière du présent. Sa dimension insensée relève essentiellement de ce décadrage flagrant avec la situation présente. Mais j'apprécie cette expression gelée car elle suggère tout de même la perspective de pouvoir un jour faire cesser cette étape. Elle illustre aussi le fait que le trauma n'est pas localisable à un endroit et à un moment donné, voire à un moment unique. C'est dans sa manière de ressurgir dans un mode fantomatique qu'il devient progressivement possible de l'aborder. Un individu souffre à la fois d'avoir vécu ce qu'il a vécu, mais il peut aussi souffrir de se constater vivant. Une partie de lui-même a été assassinée à travers ses liens à d'autres qui ont disparu. Les autres ou bien le lien. Ici, c'est le lien aux autres qui a disparu. Une question urgente est énoncée par Cathy Chaos. Le trauma consiste-t-il en la rencontre avec la mort ou plutôt en l'expérience sans cesse réactualisée de lui avoir survécu? Survivre n'est pas un statut conférant une quelconque stabilité. C'est un processus dynamique. Alors voici enfin une situation clinique dont les différents traumas se rattachent à ce qu'on nomme de plus en plus souvent de l'interculturalité. Il s'agit d'une femme d'une 50aine d'années, arrivée en France pour faire ses études, mais aussi pour fuir le régime politique de son pays qui opprimait les femmes. Pendant de nombreuses séances, elle me plongea sans transition dans le monde estudiantin parisien qui, 30 ans auparavant, 30 ans, vous voyez que les délais pour venir en consultation sont extrêmement longs, dans ces situations-là en tout cas. 30 ans auparavant, elle avait fait décompenser. Elle décrivait avec minutie les brimades dont elle avait été victime, isolée par un groupe de Maghrébins, dont l'un d'eux ne supportait pas qu'elle l'ait éconduite. Elle était immergée dans cette période pourtant éloignée, au point de mettre sa vie présente au second plan. Elle parla aussi de ses propres origines maghrébines et aborda un sujet qu'elle n'avait encore évoqué ni avec son psychiatre, ni avec sa psychologue précédente, les abus sexuels venant de son cousin. Elle détailla la manière dont, pour la protéger des hommes, ses parents la confinaient à la maison. Paradoxalement, il la livrait aux abus de ce jeune homme lorsqu'il séjournait chez eux. Elle se sentait coupable de ne pas avoir pu se défendre, tout comme elle se sentait au début du travail thérapeutique, coupable face au groupe d'étudiants de ne pas avoir réussi à prendre ses distances. Une partie de chaque séance était consacrée à son enfance au pays, entre la menace des hommes de l'extérieur et celle des hommes de la maison. Une autre partie était à détailler le milieu estudiantin dans lequel elle s'était débattue. Cet enchevêtrement de plusieurs temporalités traumatiques avait par la suite conduit cette femme à décompenser et à rester chez elle durant des années et à prendre un traitement psychiatrique conséquent
qui avait contribué à la rendre obèse. Reprendre par le menu chaque élément de violence subie lui permit cependant d'intégrer la part de responsabilité des autres, notamment concernant les délires de persécution qu'elle avait développés par la suite. Je l'aidais à assimiler, séance après séance, que les coupables étaient ses différents agresseurs. À chaque séance, elle le redécouvrait d'une autre manière. Parvenir à en tenir pleinement compte lui permit de reprendre le cours de son existence. Intégrer le présent lui permit de perdre du poids et de mettre en œuvre certains projets qui la rendirent progressivement autonome au niveau financier. Celui qui témoigne et demande de l'aide n'est généralement pas en mesure de s'adapter aux résistances d'un environnement et d'un entourage insuffisamment bons. Note au bout du chemin. Aussi peut-il à juste titre se sentir trahi et voir simultanément s'effondrer le principe de confiance jusque-là considéré comme un ultime repère pour s'orienter dans la sphère relationnelle. La manière dont la détresse d'un individu n'a pas suffisamment été entendue peut être intégrée à l'analyse des symptômes post-traumatiques dont il souffre. Je vais rappeler ici un propos tenu par Ferenczi, dont la lecture a beaucoup compté pour moi. Dans la plupart des cas de traumatisme infantile, écrit-il avec colère et ironie, les parents n'ont aucun intérêt à graver les incidents dans l'esprit de l'enfant. Au contraire, la thérapeutique du refoulement est le plus souvent pratiquée. Ce n'est rien du tout, rien n'est arrivé, n'y pense plus. Catonadologue. C'est une allusion à un proverbe hongrois qui signifie qu'un soldat ne pleure pas. Vous voyez l'allusion à une référence militaire, guerrière. Mais jamais rien n'est dit de ces vilaines choses, par exemple sexuelles. Ces choses sont simplement recouvertes par un silence de mort. Les légères allusions de l'enfant ne sont pas relevées, voire rejetées comme incongrues, et ce, avec le total consensus de tout son entourage, et de façon tellement systématique que face à cela, l'enfant cède et ne peut plus soutenir son propre jugement. Françoise Davoine et Jean-Max Caudière considèrent pour leur part le sentiment de trahison des siens comme une deuxième trahison du survivant. Voilà, donc ça, ces différentes situations cliniques ont permis d'entrevoir, en tout cas je l'espère, les repères supplémentaires et complémentaires que la clinique des traumas peut apporter dans un travail analytique auprès d'un individu, tant pour comprendre ses symptômes que pour permettre un mouvement psychique jusque-là entravé par la force colossale exercée par les événements traumatiques. Alors, je souhaite maintenant vous donner un aperçu de la réflexion que je mène dans un livre concernant la manière dont les perpetrators, les agresseurs, ceux qui commettent des meurtres d'âme, sèment le chaos dans les affects et les pensées. Comment ils parviennent à bloquer tout lien d'empathie et aussi à anéantir la capacité de leurs victimes à se sentir en lien avec elles. Le discours pervers est tacitement imposé par l'agresseur et souvent aussi relayé par la société. Surmonter cette projection libère d'une partie du traumatisme subi, car il permet de résister à chacun, de réassigner à chacun ses parts de responsabilité, ce qui constitue un socle pour se reconstruire. Surmonter la confusion que le mal tente de semer entre les individus est une étape nécessaire pour se défaire d'un traumatisme. Pour illustrer mon propos, et parce que j'aime particulièrement ces textes, tant ils concentrent d'éléments que l'on retrouve dans notre clinique, je me référerai surtout à l'échange entre Lady Anne et Gloucester dans la pièce Richard III de Shakespeare et à 1984 de George Orwell. Généralement, des individus en position de prédateur, de perpetrator, ont pour objectif de prendre de court la pensée afin de la neutraliser par des raisonnements pervers. Lorsque ces mécanismes sont repérés, cet objectif devient plus difficile à atteindre. Dans la double pensée, qui caractérise le novlangue parlé dans la fiction de George Orwell, 1984, certaines équivalences consolident les inversions de valeurs. On encourage, voire on impose, de se conduire dans une circonstance comme s'il s'agissait de son inverse.
le novlangue diminue le domaine de la pensée pour rendre l'élocution autant que possible indépendante de la conscience, spécialement l'élocution traitant de sujets qui ne seraient pas idéologiquement neutres. Orwell a même eu la générosité de nous livrer un lexique afin de nous laisser le temps d'étudier comment l'usage de ces termes induit une dissolution de l'individu dans une structure de pensée qui empêche l'émergence de toute singularité. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Dans mon livre, je mets en résonance ce système de pensée totalitaire et le rapport d'emprise qui s'instaure entre un individu et sa victime. Venons-en au dialogue de Shakespeare entre Lady Anne et Gloucester. Il m'intéresse ici car il montre avec précision la relation d'emprise et le déni qui nous empêche, du moins immédiatement, de cerner sur quoi elle repose. Je vous rappelle le contexte de l'acte 1, scène 2. Gloucester vient d'assassiner le mari de Lady Anne et la culpabilise. Il rattache son crime à sa beauté. La principale victime collatérale devient la principale responsable. Je reviens sur ce passage car Lady Anne est parfois considérée comme une personne narcissique qui serait flattée par le meurtrier de son mari, qu'elle épouserait presque volontiers. La preuve serait palpable, il lui passe la bague au doigt devant le cercueil de son défunt mari. Ce fameux renversement de situation, censé avoir lieu pendant la veillée funéraire, alors que Lady Anne pleure son mari assassiné, montre-t-il vraiment cela? Ou donne-t-il à voir autre chose? C'est la manière dont le dire empêche de se défendre contre l'agir qui m'intéresse ici. Un discours pervers, aussi solide, brouille même généralement la vue du spectateur. Celui-ci n'a pas toujours le réflexe de penser à la vulnérabilité de Lady Anne et au vacillement identitaire provoqué par l'assassinat d'un mari. Il est d'abord fasciné par ce qu'il entend et ce vers quoi Gloucester attire son regard. Il entend ces paroles qui s'impriment dans son cerveau, comme dans celui de Lady Anne, et dénature le silence ainsi que les quelques mots que parvient à émettre Lady Anne. Il voit les gestes de Gloucester qui annexent ceux de la reine. Il faut ici faire un effort particulier pour imaginer ce que peut ressentir Lady Anne dans cette situation. Mais il importe de le faire, car l'enjeu est rien moins que d'échapper à la fascination provoquée par cette scène qui nous amène imperceptiblement à prendre malgré soi le parti de Gloucester, en omettant d'interroger les moyens d'une violence inouïe qui lui permettent de passer une alliance au doigt de Lady Anne. Je vous lis le passage. « Ah, s'exclame-t-il, n'enseigne pas un tel dédain à ta lèvre, car elle a été faite pour le baiser, madame, non pour le mépris. Si ton cœur rancuneux ne peut pardonner, tiens, je te prête cette épée effilée. Si tu veux la plonger dans cette poitrine loyale et en faire partir l'âme qui t'adore, j'offre mon sein nu au coup mortel et je te demande la mort humblement à genoux. » Il découvre sa poitrine. Anne dirige l'épée contre lui, puis la laisse tomber. « Non, ne t'arrête pas, car j'ai tué le roi. Mais c'est ta beauté qui m'y a provoqué. Allons, dépêche-toi. C'est moi qui ai poignardé le jeune Édouard. » Anne relève l'épée vers lui. « Mais c'est ta face divine qui m'a poussée. » Elle laisse tomber l'épée. « Relève cette épée ou relève-moi. » Vous voyez que Gloucester court-circuite l'alternative du tiers que représente la justice et propose à Lady Anne un nouvel assassinat. La reine ressent cette tromperie, mais cette rhétorique minutieusement préparée la désoriente trop. Gloucester livre au spectateur sa recette, neutraliser l'esprit par la fascination pour l'horreur. Mais lorsqu'il conclut sur le même ton de confidence, a-t-on jamais courtisé une femme de cette façon? A-t-on jamais gagné une femme de cette façon? Il prétend, au comble de l'horreur, qu'il s'agit d'une faveur consentie. Et c'est là qu'il dupe à son tour le spectateur, puisqu'il ne s'agit pas de cour ni de victoire, mais de prédation et de meurtre d'âme. Cela va trop vite pour Lady Anne et pour le spectateur. Revenant sur cette scène, on peut s'apercevoir après un effort de rationalisation que dans la pièce, nul ne vient soutenir Lady Anne, murée dans sa solitude,
et au comble du désespoir. Abandonnée à sa désolation, je pose ici qu'elle est exposée à tout acte de prédation. Sous le choc causé par l'assassinat de son mari, comment pourrait-elle résister aux assauts bien trop puissants de Gloucester à son encontre? Dans ce drame shakespearien, comme souvent, la victime est désignée coupable par l'auteur de l'agression. Parfois même, il la juge plus coupable que lui. Faible victime contrainte à commettre un acte on ne peut plus répréhensible. Les choses ne pouvant évoluer autrement, le régicide aurait finalement été commis par Lady Anne. La projection du mal peut ici se traduire en ces termes. J'agis ainsi parce que tu me fais agir ainsi, donc finalement je n'agis pas, je suis agi par toi. Pendant qu'il sévit, et pour pouvoir sévir, le perpetrator manipule sa victime avec des mensonges qui déstabilisent et instaurent un rapport d'emprise. L'élément de déstabilisation est central, car sans cela, sa position de déni ainsi que le sentiment de culpabilité de la victime ne seraient pas si solidement ancrés chez l'un et l'autre. On voit ici une inversion des valeurs qui s'exprime à travers la torsion du discours et la réinterprétation des gestes, notamment l'inertie du désespoir. Celle-ci est unanimement considérée comme un consentement par les agresseurs. Elle n'a rien fait pour se défendre. Par la victime, je n'ai rien pu faire pour me défendre, donc je n'ai rien fait pour me défendre. Enfin, par la société, elle n'a pas fait grand-chose pour se défendre. Elle était donc plutôt consentante. La projection du mal, c'est la capacité à considérer le désespoir ou la peur extrême comme preuve de son contraire, le consentement. La capacité à imposer à l'esprit de qui n'y résiste pas activement le contraire de ce qui s'est passé. En séance, on peut ressaisir ces confusions, réassigner la responsabilité au coupable et refuser de chercher prioritairement les prétendus désirs inconscients de viol lorsqu'un viol a été subi. Car semblables propos sont régulièrement relatés en séance et constituent une part importante de ce qui cimente l'identification à l'agresseur. Je vais citer le psychanalyste, donc je vais citer Dorillo. Il se demande pour sa part si ce que l'on nomme identification à l'agresseur ne relève pas d'une tentative unilatérale, c'est-à-dire venant de la seule victime, de se fournir un autre empathique. Il s'agit de recréer intérieurement, je cite, quelque chose d'interpersonnel, car le fait de condamner totalement votre agresseur vous laisse totalement seul. Ce point est important car il montre l'isolement psychique dans lequel se trouve déjà la victime au moment où elle se tourne vers ce repère identificatoire. On voit qu'il y a deux temps, même s'ils sont très rapprochés. Celui où l'agression produit chez la victime une solitude terrible vis-à-vis des autres individus, où elle ne se sent plus la même, et celui où elle se tourne vers l'auteur de l'agression, celui qui se pose face à elle, celui qui exerce son emprise, l'ultime figure vers qui se tourner. J'ai parlé de situations où la victime est tétanisée ou en position d'infériorité physique massive. J'ai parlé dans mon livre. Parfois, l'agression se joue autour d'un prétendu choix aussi. Choix dans la torture, dans l'exécution d'une personne plutôt que d'une autre. Le perpetrator fait croire à sa victime qu'elle a le choix, afin de partager avec elle la responsabilité du résultat. Cette apparence de choix peut là encore être repérée par le clinicien, afin qu'il ne soit pas lui-même à son tour fasciné par cette fausse alternative. Ce propos fait écho à celui d'Hannah Arendt concernant le positionnement moral et l'importance à certains moments de ne pas rester neutre en abandonnant le patient à sa solitude extrême, celle où il ne lui reste finalement plus qu'à s'identifier à son agresseur. Que dit-elle plus précisément ? Elle juge dangereuse ce qu'elle nomme la tendance généralisée à refuser complètement de juger, c'est-à-dire la prétendue position généreuse de ne pas se prononcer sur une action ou sur une pratique. Je cite, « Là est l'horreur et en même temps la banalité du mal. » On peut être surpris que cela vienne non pas d'un jugement, mais de l'absence d'un jugement. Généralement, on dit qu'il ne faut pas juger, sous-entendu étaler ses préjugés.
Mais ici, cela a une autre portée. Refuser complètement de juger, c'est accepter des choses qui doivent pourtant être condamnées et interdites avec des moyens juridiques et légaux importants. Or, si on ne les condamne a priori pas vraiment, comment l'appareil judiciaire aurait-il prise dessus? Arendt dénonce à la fois la mauvaise grâce, les intérêts à ne pas condamner, mais aussi l'inaptitude à se choisir de bons exemples à suivre. Elle pointe implicitement du doigt la difficulté à contrer les liens pervers et leur force d'attraction. La thèse la plus connue d'Arendt nous a fait assimiler qu'un mal exceptionnellement grand pouvait être commis par quelqu'un qui n'était pas exceptionnel et dont le discours n'assume pas la gravité de ce qu'il a commis. Les mécanismes pensés en amont pour mettre en place le déni de la réalité et l'atrophie des capacités d'échange intersubjectifs sont redoutables. Ils semblent même proportionnels à la gravité des actes commis. Dans le prolongement de ce raisonnement, Dorilov nous engage dans une analyse psychopathologique du discours des agresseurs pour voir comment s'instillent ces arguments chez les victimes. Lorsqu'il grandit avec une mère émotionnellement morte, le tout petit se retrouve narcissiquement appauvri dans un univers mortellement désert, considère André Green. Il ensevelit alors une partie de son moi dans la nécropole maternelle. Dorilov prolonge le propos de ce psychanalyste en étendant son domaine d'application à la clinique des traumas. Après un trauma psychique massif, l'aptitude d'un individu, je cite, à investir des relations intimes est elle aussi gravement altérée, conduisant au sentiment d'une vie vouée à la solitude. Considérant comme un principe quasi axiomatique que la solitude psychique absolue est insupportable, il pose in extremis le lien avec la figure de l'agresseur ou du tortionnaire. Cela entre en résonance avec le fait qu'une personne n'est pas une victime au sens absolu et prise comme entité indépendante. Elle est victime d'un agresseur. Cette situation de victime existe du fait d'un lien particulier avec celui qui en a fait sa proie. On est maintenant amené à rappeler cette question régulièrement brandie par certains individus, généralement pour déresponsabiliser des criminels. Ne sont-ils pas eux aussi des victimes? Comment allons-nous répondre à cette question? Dorilov considère dans un article sur le monde interne des bourreaux que celui qui commet une agression traumatique subit lui aussi cette destruction. Pourtant, c'est là la différence, il ajoute cette nuance. Cela ne le place pas au niveau de sa victime. Son vide intérieur se rattache dès lors essentiellement au passage à l'acte qui a fait de lui un criminel et un prédateur. Pour cette raison, il est impossible de l'assimiler à sa victime et d'en faire, au même titre, une victime. D'un point de vue clinique, il se distingue radicalement du fait de l'action criminelle dont l'un s'est ensuite rendu l'auteur et pas l'autre. Ces précisions me semblent utiles pour parvenir à briser la fascination exercée par le désert intérieur d'un perpetrator. En séance, un patient traumatisé par une agression est souvent amené à se demander pourquoi son agresseur a fait ça. Ce pourquoi est ici à entendre comme une manifestation de la fascination traumatique que le perpetrator exerce encore sur sa victime, qui empêche celle-ci de se pencher enfin sur elle-même pour se reconstruire. En effet, cette question lancinante occulte la dimension arbitraire du geste et le fait que la victime n'en soit pas in fine l'auteur, mais bien la victime. Inaccessible, cette causalité cherche à devenir un foyer de projection, visant à nous apitoyer sur ce qui précisément a brisé ce lien avec l'autre comme être humain. Adélaïde Bon, que je cite dans le livre, qui fut victime d'actes pédophiles, est quant à elle parvenue à franchir ce cap. Les agresseurs sont des lâches, dit-elle. Je ne comprends pas notre fascination pour les coupables, ni le nombre de romans et de séries consacrés aux criminels. Elle considère qu'il faut plutôt s'appliquer à se souvenir de tous ceux qui ont réussi à leur survivre. Ainsi, face à l'objection récurrente posant l'auteur de crimes et d'atrocités comme un être lui aussi traumatisé,
donc à soigner au même titre que sa ou ses victimes, il s'agit de maintenir certaines différences. Malgré une similitude phénoménologique frappante, son état mental, je cite Dorillo, ne doit en aucun cas être comparé à l'état post-traumatique de la victime. Bien que les atrocités aient un impact sur leur monde interne, l'état d'être sans objet interne précède ces crimes et n'est pas leur résultat. Il affirme aussi que par l'acte même de commettre une atrocité, le perpétrateur a franchi un seuil irréversible, c'est-à-dire qu'il a aboli le lien libidinal et empathique à l'autre. Celui-ci peut être effectivement traumatisé et à soigner, mais pas au même titre que ses victimes, puisqu'il est devenu, contrairement à elles, un être dangereux qui a volontairement détruit d'autres individus. Dans tous les cas, il est exclu de soigner simultanément l'un et l'autre. Il est aussi exclu de poser comme thérapeutique d'éveiller en priorité la pitié d'une victime pour son agresseur, ou encore de chercher à comprendre l'agresseur à travers le discours de la victime. Voilà, donc dans mon livre, j'essaye de proposer des voies thérapeutiques et éthiques pour ne pas succomber à cette fascination pour les discours pervers notamment. La clinique du trauma ouvre à ce niveau quantité de perspectives de réflexion et de pistes, souvent très fécondes, qui peuvent insuffler du mouvement psychique là où cela semblait figé. Le thérapeute tâche de lutter aux côtés du patient pour prendre ensemble avec lui la mesure de la licence prise par un perpétrateur de l'anéantir comme sujet. Alors, voilà, j'espère que ces propos sur des situations cliniques et que ce développement sur un petit peu le lien entre les discours pervers, la société, les résistances, mènera à certains échanges avec vous, et je vous remercie de m'avoir écouté. Bien, merci Yael. Effectivement, moi je vais commencer peut-être par une question. J'imagine qu'il va y avoir pas mal de questions parce que tu amènes plein de choses sur pas seulement la question du trauma, mais aussi la question de la perversion. Et il se trouve que c'est quand même une question assez contemporaine dans le débat public actuel, qui pose aussi d'ailleurs question. Alors, moi, je voulais revenir à cette, je dirais, méthode que tu proposes, même si c'est une méthode qui est aussi, qui a été, je dirais, avancée par Dorillo et d'autres, mais que je trouve très intéressante, qui peut être reprise dans un moment de cure et qui est quand même très, très spécifique justement à pouvoir approcher quelque chose qui ne s'approche pas du tout. Ce que tu relates dans les premières vignettes cliniques dont tu as parlé. Donc, ma première question, c'est la question du transfert que tu abordes d'ailleurs dans ton introduction en disant que ce qui est mis à mal dans l'événement traumatique, c'est le lien à l'autre et la confiance en fait qui est complètement détruite. Et c'est vrai que cette question de la solitude dont tu parles à plusieurs reprises, moi, me semble assez fondamentale. Et que cette solitude, finalement, fait en sorte que la victime, puisqu'on l'appelle comme ça, c'est un terme un peu particulier, mais alors soit être dans une fascination effectivement à l'agresseur, soit se retrouver dans des positions de dévalorisation extrême, etc. Et comment effectivement dans le travail de l'analyse peut se retisser, parce que c'est vraiment un travail de tissage, le lien fondamental qui est détruit. Alors effectivement, après, ça dépend du type de trauma, parce que il y a des traumas extrêmement massifs. Les traumas dont on parle de Dorillo, c'est des traumas extrêmes. Et puis il y a des traumas qui sont différents, même si
les traumas dont tu parles à travers ces expériences de patients, c'est des traumas extrêmement aussi importants, hein. L'accident. Mais est-ce que tu pourrais nous redonner un petit peu, même si tu l'as fait au travers de ces expériences cliniques, comment le côté plus actif de la méthode, qui n'est pas effectivement l'association libre seulement, mais qui est de s'engager d'une façon un peu différente dans la cure. En fait, quand j'ai parlé du patient qui s'arrêtait soudain de parler, pour retomber dans « c'est toujours pareil, je n'ai rien à dire », ou à quoi bon? Et finalement, tout ce que vous dites très bien, ou tout ce qu'on dit très bien, mais à quoi bon? Eh bien, ça nous oblige aussi à nous faire les témoins explicites de ce qui se passe en séance. Déjà, la question d'être la mémoire vive de ce qui a été acquis, conquis, reconquis, fait partie de ce tissage. Puisque le tissage, ça c'est avec François Dabrowne qu'on a parlé de cette référence au métier à tisser, parce qu'il y a la nécessité du va-et-vient qui fait que cette répétition est essentielle et qu'elle permet de se construire. Je pense que cette nécessité de tisser est en écho avec la dimension plurielle des traumas. C'est-à-dire que quand il arrive, quand une personne se fait agresser, on pourrait dire c'est l'agresseur qui agresse cette personne, elle est donc agressée par cette personne, et c'est ça qui se passe. Mais ce n'est pas uniquement ça qui se passe, parce que ça modifie la nature de ses liens à tout son environnement, selon la manière dont elle est entendue. Elle en fait part à son petit copain. De quelle manière va-t-il l'entendre? Est-ce qu'il va réagir d'une manière qui l'aidera à s'en sortir, ou au contraire la rejeter, pour avoir une réaction qui va achever de briser sa confiance dans les gens? Ses parents, ses copains, est-ce qu'elle va se surprendre à ne pas oser en parler à ses parents? Là, à nouveau, ça crée une autre dimension traumatique de cette agression. Donc, vous voyez, il y a tellement de liens qui sont attaqués dans un seul événement qu'il faut au moins se faire le témoin de tout ce qu'on arrive à attraper comme propos fiable, comme raisonnement qui tient, pour que le patient ait l'impression d'avancer. Ce patient, ça m'a fait bizarre de revenir à nouveau dans ces situations cliniques, parce que j'y ai tellement réfléchi, et là je me suis revue réfléchir à tout ça. Et bien, avec ce patient-là, comme c'était un scientifique, je pouvais profiter du fait que la rationalité, les raisonnements rigoureux, il acceptait. Donc je dis, là vous voyez que ce n'est pas rien, il y a un petit peu, il y a ça. Bon, d'accord, il y a ça. On est d'accord, c'est plus que rien, donc il n'y a pas rien. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose vu qu'il y a ça et ça. Et progressivement, cette mémoire que je lui restituais, je crois que j'en parle en termes de greffe, de greffe thérapeutique. Parce que pour faire face à la greffe traumatique, comme le trauma s'inscrit et creuse des profonds sillons, eh bien, au niveau thérapeutique, il faut y revenir aussi pour en profondeur réinscrire d'autres chemins possibles. Et donc, cette personne, il y avait vraiment un combat pour montrer qu'il se passait quelque chose. Et régulièrement, j'ai cette sensation dans les situations traumatiques d'être là pour aider la personne à... c'est la question du tu interne, internal law en anglais, du tu intérieur, d'être là à côté pour réinsuffler, pour permettre ce dialogue interne qui fait qu'on se souvient de ce qui s'est passé, que les choses qu'on pense sur l'événement pour nous-mêmes. Moi, c'est vraiment ce qui m'a paru fondamental, effectivement, dans l'apport d'Oriol, c'est ce positionnement qui n'est pas du tout, effectivement, plus extérieur qu'on pourrait penser de la
position plus classique de l'analyste, mais qui me semble indispensable s'il n'y a pas cette présence extrêmement forte de cette co-présence. Je pense que quand un patient s'en va, en fin de compte, ça ne fait pas de bruit. C'est à nous d'entendre aussi le cri de détresse, même s'il n'est pas prononcé. Et puis, généralement, c'est vrai que c'est avec nous-mêmes qu'on voit si ça nous convient. C'est pour ça que je parle au début d'un sentiment d'insatisfaction personnelle. Ça ne me convenait pas. Et l'idée que quelqu'un parte poliment, bon, il ne se passe rien, il s'en va. Eh bien, voilà, il manquait trop de choses. Voilà. Est-ce qu'on peut Tu peux nous dire un petit mot sur Dory Loeb, peut-être, puisque tu en parles beaucoup là, dans ton livre. Alors, à quel niveau, par exemple? Comment il en est arrivé à parler du trauma, à écrire sur le trauma, puisque Davoine en fait référence quand même assez souvent, et c'est une de tes références principales dans ton livre. Oui, alors, Dory Loeb, c'est un psychanalyste qui est mort très récemment et qui était enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été déporté dans un camp de travail où son père est mort. Mais lui, il a survécu avec sa mère. Il a fait des études de psychiatrie en Israël avant. Il a fait des études en Israël et aux États-Unis de psychiatrie de médecine. Et ce qui l'a amené à s'intéresser à la mémoire traumatique et à la transmission intergénérationnelle de trauma, c'est d'être psychiatre au front pendant la guerre du Kippour. Il s'est aperçu que les soldats qui étaient des descendants de survivants décompensaient davantage que d'autres soldats parce que certains héritages non élaborés, bruts, faisaient avec les situations extrêmes et terrifiantes qu'ils vivaient pendant la guerre du Kippour un écho explosif. Et du coup, ils se mettaient à décompenser. Et ça lui a permis de frayer, d'approfondir de façon considérable ce pan de la clinique du trauma. Voilà. Il s'est mis, c'est aussi celui qui a cofondé avec d'autres personnes les archives Fortunoff à l'université de Yale, dans lesquelles il interviewe avec d'autres personnes surtout des rescapés de la Shoah. Il fait des interviews très cliniques. Voilà, qui sont accessibles facilement sur Internet. Voilà, il suffit de taper Dory Loeb témoignages et vous avez les témoignages en anglais. Malheureusement, ce n'est pas traduit et c'est tout à fait étonnant. Parfois, c'est sous-titré. Oui, j'ai regardé, effectivement, tout était en anglais. Mais bon. Et donc, ce qui m'a beaucoup intéressée chez lui, ce qui a fait que j'ai traduit 2 de ses articles, c'est que vraiment, il arrivait à donner des repères très clairs sur la mémoire traumatique, alors que c'est tellement difficile d'y penser. Donc, ça m'a permis de le traduire, étant donné en plus la structure très germanique de sa grammaire et de son usage de l'anglais, ça m'a permis de revenir et de revenir sur cette question voilà, pour avoir des premiers repères, puisqu'il donne il décline un petit peu, il donne les différents aspects, les différentes formes de la mémoire traumatique dans l'article « Savoir et non savoir ». Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Yaël, je voulais juste partager avec vous à propos de ce à quoi bon que vous avez évoqué concernant ce que vous avez dit également au début, cheminer ensemble, combien ce à quoi bon qu'on rencontre effectivement parfois et souvent dans la clinique du traumatisme et qui est tellement fort comme
sorte de présence de, je dirais, de la pulsion de mort. Absolument. Un jaillissement de la pulsion de mort comme ça. Combien effectivement c'est quelque chose qui finalement nous implique et rend extrêmement concrète cette notion de cheminer ensemble. Je veux dire, quand on se fait adresser ce à quoi bon d'une personne qui apporte comme ça son traumatisme, effectivement, ça mobilise quelque chose de très fort dans le lien thérapeutique. Voilà, je voulais partager ça. Oui, absolument. C'est aussi, là, j'en parle pas dans mon livre, c'est curieux parce que j'ai aussi des patients que j'ai accompagnés pour ces raisons, des patients qui ont eu des maladies ou qui ont accompagné eux-mêmes des parents dans une longue maladie. Et les cris silencieux sont aussi pénétrants à ce niveau-là que les à quoi bon, hein, parce que du coup, on est vraiment à côté d'eux pour les accompagner dans cette détresse que la plupart du temps, ils n'arrivent pas même à formuler. Le à quoi bon, je l'entends comme l'expression justement de cette extrême solitude que vous avez, extrême solitude psychique pour le coup, qui amène effectivement la personne qui a été dans un abus, dans un viol, dans des situations extrêmes, à rechercher ce qu'il reste de lien humain avec le perpetrator, avec l'agresseur. Et ce à quoi bon, à ce moment-là, s'adresse comme un appel au secours au thérapeute. Oui, absolument. C'est un changement de syntaxe. Si on arrive à entendre la question là où, au début, il y a un point d'exclamation et un point final, si on arrive à entendre l'interrogation et la demande, ça y est, on a commencé déjà à créer un peu de lien thérapeutique. Et à recommencer à tisser, hein, ce que vous dites, c'est de retisser du lien, qui est vraiment une chose tout à fait essentielle. Quelqu'un. Oui. C'était qui? C'était Philippe Romont. Oui, on n'a pas les visages, excusez-moi, je ne vous vois pas. Qui voudrait prendre la parole? J'ai écrit ce livre animé par le profond désir d'échanger. Donc j'espère vraiment que voilà, qu'il va servir à ça. Je voudrais prendre la parole, c'est Patrick Chemla. Oui. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre exposé, qui est au plus près de tous les auteurs et les élaborations que nous pouvons avoir au Centre Artaud, à Reims, dans le travail avec le trauma et avec les psychotiques également. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Françoise Davoine et Jean-Max Godillère il y a déjà longtemps. Et du coup, toutes ces pistes-là, ce que je trouve important, c'est effectivement de voir que c'est un carrefour extrêmement important qui permet au fond d'approcher la question des psychoses, mais aussi toutes ces patients dont vous avez parlé, qui se situeraient, alors classiquement, qu'on appelle état limite, ou qu'on pourrait croire névrosés, mais chez qui lorsqu'on travaille avec eux, surgit quelque chose qui se trouve d'un élément retranché. L'élément retranché, c'est vraiment important ce que vous l'ayez mentionné, parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident qui se présente dans la clinique. C'est effectivement plutôt les crises de rage, ou le silence, ou le à quoi bon, enfin des tas de manifestations variées pour éviter d'avoir, au fond, à évoquer ce retranchement. Et je voudrais juste évoquer une situation par rapport à la question de la solitude d'une patiente que j'ai vue il y a longtemps au centre de jour, d'une manière, je dirais, dans un accueil psychiatrique. Elle avait déjà été jeune, extrêmement intelligente, diagnostiquée malheureusement pour elle surdouée, ce qui l'avait mis dans une case quand elle était enfant. Et le travail dans un lieu psychiatrique a amené le surgissement de l'élément retranché qui était un viol
intrafamilial commis par son frère. Bref, après ça, elle a pu engager une analyse, mais le problème, et elle a pu d'une certaine manière sortir d'une solitude sociale et faire fonder une famille, avoir donc un compagnon, un mari même, des enfants. Pour autant, il y a deux questions qui arrivent, je trouve, quand on fait ce travail et qu'on est à accompagner, même à porter par moment quelqu'un, c'est cette solitude psychique qui peut persister, parce que la trahison par les siens, C'est quoi? Pardon, je n'ai pas entendu. psychique, la C'est solitude psychique, le psychique qui peut persister, parce que même si elle a confiance dans l'analyste ou dans la confiance dans quelques autres qui s'avèrent fiables de nouveau, quelque chose se trouve toujours dans la trahison, dans la famille, qui noue un silence complice avec l'agresseur. Parce que trahir celui qui a été l'agresseur, c'est détruire la famille. Oui, exactement. Et je trouve que c'est très compliqué pour la C'est suite. extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué parce que c'est très compliqué pour cette patiente et pour ces patients que je peux rencontrer, parce que le dévoilement de l'élément secret, de ce secret de famille qui doit être tu, est extrêmement douloureux, et c'est pas une douleur qui s'arrête, qui va continuer, parce qu'au fond, ça consiste effectivement, d'une certaine manière, à être rejeté à son tour par toute cette famille qui veut garder le silence. Et je trouve que c'est vraiment important, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller chercher l'élément retranché, c'est un très long travail que doivent mener ces patients tout au long de leur vie. Alors nous, on les accompagne tout un temps, mais eux doivent tenir tête à tout ce silence de plomb qui pèse sur eux. C'est pour ça que dans la première situation dont je vous ai parlé, c'est pas écrit dans le livre, donc vous avez un petit plus par rapport à ce que devenait cette patiente. Je me suis souvenue qu'elle avait construit une maison, donc symbolique de reconstruire quelque chose sur la planète Terre est assez importante, du côté d'un pan de sa famille qui lui voulait du bien. Vous voyez? Alors, c'est dans un village. Les parents n'étaient pas loin non plus. Ça fait partie aussi de ce retour dans les airs catastrophiques, hein, pour reprendre l'expression consacrée, et en même temps de rejouer autre chose, puisqu'elle a construit une maison là où on lui voulait du bien et en se mettant en lien avec d'autres personnes que ses parents. Donc voilà, il y a des petites négociations, heureusement, qui permettent d'aller vers quelque chose de vivable. Oui. C'est très important, je trouve, ce que vous amenez du côté de ces reconstructions possibles. Ce sont des créations du sujet, ou plus exactement, qui viennent dans le travail analytique. Et à ce moment-là, une construction réelle, et pas seulement signifiante, peut se produire, qui va vraiment aider la personne. Et là, pour le coup, la conduite active, la présence active plutôt du thérapeute me paraît vraiment tout à fait essentielle. Voilà, Oui. en tout cas, merci. D'autant que par rapport à la sensibilité, par rapport au corps propre, hein, parfois on est amené à demander, voilà, comment ça s'est passé. Je me souviens que cette patiente pouvait passer 8 heures d'affilée sans bouger devant l'ordinateur. Donc j'en étais à essayer de la sensibiliser sur les besoins physiologiques de son corps, puisqu'elle était partie tellement loin qu'il fallait qu'elle réintègre, qu'elle le réincarne. Oui. D'accord. Merci. L'exemple que vous donnez, j'associe par rapport au livre de Camille Kouchner que vous avez peut-être lu sur Familia Grande, qui raconte exactement ça. Comment ce secret n'a pas pu être dévoilé à cause de la famille. Parce que la famille disait non à chaque fois. Et c'était vraiment la destruction de la famille, cette histoire. Et si ça a pris tellement de temps, elle le raconte quand même admirablement bien. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment raconté. Enfin, tout à l'heure, quand tu parlais de la patiente est sur une autre planète, est extérieure, est à l'extérieur de son corps, etc. Elle raconte exactement ça. Cliniquement, c'est absolument formidable de ce point de vue, comment elle est ailleurs, quoi. Elle n'est plus habitée dans son corps. C'est qui est Nora Markman. Bonsoir. Merci pour les thèmes de ton livre que je n'ai pas lu en entier, mais j'ai lu
Mais surtout parce qu'effectivement, c'est un questionnement d'une clinicienne. C'est le questionnement d'une clinicienne qui part sur des écrits qui ne sont pas habituels. Et ça, c'est très stimulant. J'ai pensé à plusieurs choses. La première, on ne prend pas ni la même direction de la cure avec un petit enfant qui a été victime des sévices de négligence ou d'abus, dans les types de propos qu'on peut tenir, que évidemment dans les cures des adolescents ou des adultes qu'on peut accueillir. Et je pense surtout à une cure qui est fort difficile, mais qui dernièrement a fait un bond. Il y a eu un regain de confiance en la parole. L'oral était tellement engluant que ce qu'à l'époque on appelait la personnalité comme si était devenue une manière de continuer à exister. Mais s'adresser à un analyste et donc entendre sa propre parole a été un moment extrêmement catastrophique psychiquement. C'est-à-dire, au début, ça n'a pas été une aubaine. Le manque de confiance dans le pouvoir de la parole, ça a été tout un pan d'un accompagnement pour qu'elle puisse regagner ses lettres, je pourrais dire. Par contre, chez une bébé qui a des conduites automutilantes ou, par exemple, de la trichotillomanie précoce, donc il s'arrache les cheveux après un abandon qui était extrêmement violent, même sauvage, de la part des laseux, c'était important d'écrire la situation d'un bout à l'autre pour poser les socles, justement les socles d'une parole qui pourrait nommer vrai, dire vrai, dès la première séance. Justement, en fait, c'est quelle place donner à cette parole pour qu'elle fasse un mur du langage au réel traversé. Voilà, c'est ça que... Merci. Je voudrais dire un mot aussi. D'abord, je remercie Yael pour son très bel exposé. Et je voudrais donner une résonance à ce qu'elle a dit du point de vue de la maison qui a été construite à proximité des parents. Après une analyse de 6 ans, un patient revient et me dit, voilà, j'ai pris la décision d'écrire ce traumatisme, cette histoire que j'ai vécue, puisqu'il était violé par son père. Il ne savait pas si ses frères et sœurs étaient au courant. Et donc, il a écrit un livre d'une centaine de pages pour raconter ça. C'est en même temps quelque chose par lequel, comme on l'a dit à plusieurs reprises tout à l'heure, il brisait le silence et le portait dans la famille. Hein, cette parole qu'il avait travaillée avec beaucoup de souffrance pendant 6 ans à peu près d'analyse. Hein. Moi, au début, quand il m'a fait cette annonce d'écriture, j'étais un peu sceptique, mais j'ai compris qu'il avait absolument besoin d'en parler à ses enfants, à ses frères et sœurs, à la fois pour savoir ce qu'ils savaient et en même temps sur un mode, comme cette femme qui a construit la maison,
d'établir quelque chose qui soit ferme, solide, comme si la parole qu'il avait travaillée pendant si longtemps et pendant tant de séances, lui aussi c'était un scientifique, il avait absolument besoin de savoir, hein, et de lever quelque chose que je pourrais dire, de l'imbrication de tout, de la confusion dans laquelle il était, sauf pour la partie scientifique qui lui permettait d'exister. Voilà, merci pour ton exposé. Je vais m'empresser de lire ton livre. Merci. Au revoir, Isabelle. À bientôt. Bon, qui va intervenir encore? Tu veux rajouter quelque chose Isabelle, par rapport aux interventions? Non, non, ça fait des bons échos. Mais c'est vrai que c'est très violent. Enfin, on ne s'y habitue pas, hein, mais c'est voilà le fait que donc quelqu'un vit quelque chose, il en parle à sa famille. Comment chaque membre va le prendre? Cette patiente-là qui construit la maison, eh bien sa sœur en était malade et lui en voulait à elle d'avoir voulu la défendre. Par rapport à son père, en disant mais au moins ne fais pas la même chose à ma petite sœur, et du coup la petite sœur s'est sentie privée de père. Vous voyez? Donc c'est vrai que ce sont des déflagrations traumatiques. Donc c'est tellement pluriel que c'est extrêmement complexe de s'occuper de chacune des destructions. Si je peux dire quelque chose, Oui, c'est qui? c'est Constance Hébert. Oui, bien sûr, oui, Constance. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet exposé, ce livre que je n'ai pas encore lu, mais que je vais m'empresser de lire, et notamment sur toute cette perversion à laquelle il faut faire face. Et il y a quelque chose aussi dans le retournement, hein, qui est fait par une parole perverse, qui est également la négation des perceptions du corps de la victime. Et je trouve que ça, c'est encore une nouvelle atteinte au corps. Et vous parliez d'une maison à reconstruire, mais il y a, je pense que cette patiente a vraiment fait quelque chose de formidable en faisant ça. Et reprendre corps dans son corps, c'est aussi réintégrer une maison qui a été mise en ruine. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai compris de plusieurs patients. Voilà, parce qu'il faut reprendre pied dans son corps en quelque sorte. Voilà. Et d'autre part, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans ce tissage, en fait, hein, ce tissage à deux, qui est de partir d'une position où à la fois je sais quelque chose de ce que peut être un traumatisme et j'en fais part aux patients, sans dire quoi, mais je dis qu'il y a quelque chose que je sais de ça. Et en même temps, je ne sais absolument pas ce qu'il a vécu lui. Et je pense que dans ce double positionnement peut être très précieux dans ce tissage. Voilà, c'est tout. Absolument. Oui, Pierre Boisvenu. Oui, je vous remercie de cet exposé. Je me pose une question. Est-ce que comment délimiter une clinique du trauma? Vous parlez d'une clinique du trauma. Moi, en vous écoutant, ça me faisait penser à beaucoup de mes patients. Quand on est au travail, à un moment ou un autre, on peut toucher quelque chose où il y a les autres interviennent forcément.
il y a de l'autre. Et alors, à quelque niveau que ce soit, il y a quelque chose qu'on pourrait dire trauma, une sorte de trauma. Alors, autrement dit, est-ce qu'on peut délimiter une clinique du trauma, par exemple par rapport à une clinique de la névrose, ou est-ce que c'est une question, comment dire, il y a une certaine continuité, il y a des degrés, mais ou alors qu'est-ce qui qualifierait vraiment un prédateur, quoi, pour qu'on peut qualifier de pervers si on veut, par rapport à d'autres vécus bon, de névrosés, où l'analyse, au bout d'un moment, peut quand même arriver à des bords où il y a quelque chose euh, qui était insupportable dans la relation aux autres, éventuellement de façon très archaïque ou pas. Eh ben, c'est une question difficile que vous posez. Oui, 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 et c'est très intéressant. Alors, moi, je réfléchis peu avec des délimitations claires. Voilà. Ouais. Les principes psychodynamiques me rassurent. Hein, quand on dit, voilà, je décris ça et ça, mais en fait, ça s'interpénètre. Donc, bon, voilà, j'aurais tendance à ne pas mettre de frontières trop précises. Et pourtant, la question, par exemple, de ce qui a été symbolisé et de ce qui n'a pas été symbolisé peut donner quand même des repères assez précis par rapport au trauma. Ce que je disais par rapport au retranchement, le mécanisme du retranchement et le mécanisme du refoulement, c'est pas la même chose. Et la question du rapport au réel qu'on a réussi à symboliser ou pas, ça mène aussi à un mode de présence et à un mode de pensée d'élaboration différente. Mais c'est vrai que dans mon livre, à un moment donné, je parle d'un rêve que j'ai fait, d'un rêve récurrent, parce que pendant tout un temps, c'était trop beau au niveau psychanalytique, au niveau des repères psychanalytiques classiques, de les interpréter de telle et telle manière, sexuelle, ça collait, j'étais ado, voilà. Et en même temps, donc ça avait une certaine valeur, vous voyez. Et ensuite, quand je me suis intéressée au trauma, aux héritages traumatiques, j'ai vu que c'était encore plus pertinent de l'interroger du côté des traumas et d'un héritage traumatique. Vous voyez ? Donc, c'est là que ça peut aussi se superposer parfois. Donc, voilà, on a des repères différents, on essaye de les utiliser sans faire de confusion, mais c'est vrai que parfois, il y a plusieurs niveaux d'approche possible. Oui, moi j'avais une question justement par rapport à l'extension de la notion de trauma, puisqu'on parle beaucoup plutôt dans l'univers médiatique de trauma. Et c'est vrai qu'on en fait une telle extension qu'on finit par ne plus savoir de quoi on parle, tout est traumatique. Et c'est vrai qu'il y a trauma et trauma, je dirais. J'ai bien aimé la distinction que faisait Rachel Rosenblum. Elle parle, par exemple, par rapport à la Shoah, de la Shoah par coup et de la Shoah par perte. Il pourrait y avoir plein d'autres distinctions, mais effectivement, ça n'a rien à voir parce que, d'une part, c'est pas de la même manière accessible. Ce qu'elle raconte, c'est que la Shoah par perte, c'est complètement différent parce qu'il y a une impossibilité de faire son deuil, etc. Alors que ce n'est pas la même chose, quelqu'un qui a été traumatisé, qui raconte, comme ce que Dory Loeb fait dans ses témoignages. Donc, il y a des traumas tellement différents qui sont accessibles aussi de façon tellement différente. Et puis, il y a aussi tout l'enchevêtrement des traumas dont vous parlez dans le livre, dont tu parles dans le livre, qui est aussi un autre trauma en rappelle un autre, etc. Donc c'est vrai que
Je dirais que c'est assez complexe, cette clinique des traumas, je trouve. Hein, et que je pense qu'il y a, quand on parle de trauma, enfin moi, quand on en a parlé la première fois, moi, je pensais la référence au trauma massif, à quelque chose de... Bon, mais trauma massif, c'est pas forcément les traumas en temps de guerre. Hein. Il y a des traumas, des accidents, des enfants qui ont des maladies organiques absolument terrifiantes. On peut appeler trauma des choses extrêmement différentes. Et qui font trauma dans une famille. Un enfant qui a une maladie organique à la naissance, toute la famille est totalement... ça désorganise tout le monde. Mais oui, mais la question que posait Pierre Boismenu, je pense aussi qu'elle a peut-être un rapport avec la question du sujet. C'est-à-dire, quel est le rapport du sujet au trauma, quoi. Bon, parce que la question, c'est quand même de savoir où se situe le sujet à un moment donné, quoi. Hein. Comment, quand il est complètement écrasé par l'autre, par le réel, comment il se situe. Et également, moi, il y a une autre question, c'est toujours c'est une question quand même importante, c'est le rapport entre le trauma et le fantasme. C'est une vieille question, hein, c'est un vieux... mais je pense que c'est une question importante. Et je me souviens d'une patiente comme ça qui avait été violée, quoi. C'était vraiment quelque chose d'assez affreux, et qui, dans l'après-coup, après un certain travail, a dit que quand même ce qui était terrible dans cette histoire pour elle, c'est que, c'est ce qu'elle disait dans l'après-coup, je ne sais pas si c'est quelque chose qui était vraiment présent avant, c'est que ça avait été toujours un fantasme d'avoir été violée, hein, qu'elle pouvait être violée. C'était quelque chose, voilà, qu'elle avait comme ça, un peu en rêverie, hein, avant que ça n'arrive. Et que là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été mis en acte de son rêve éveillé ou pas éveillé, je ne sais pas, de son fantasme, je ne sais pas si c'est vraiment un fantasme, en tout cas de quelque chose. Et voilà. Et donc, comment elle a été complètement, elle s'est retrouvée complètement écrasée. Donc, moi, ça m'a fait penser que il y avait quelque chose, une traversée dans le trauma pour elle, et que dans cette traversée, comment elle s'est retrouvée face à elle-même. On parlait de la solitude tout à l'heure, face à elle-même, mais complètement écrasée en tant que sujet, quoi, hein, et rapportée à quelque chose qui était uniquement du côté de l'objet qu'elle avait pu être pour l'autre, et comment l'autre aussi était rentrée complètement en possession d'elle-même. Et comment, à partir de là, elle avait pu faire tout un travail pour s'en détacher, quoi. Parce que c'est ça aussi la question. Hein? Alors, dans mon livre, modestement, je parle de... Alors, ce qui m'a intéressée, c'était de voir les éléments qui sont communs aux différents types de traumatisme, que ce soit un trauma collectif, un trauma individuel. C'est-à-dire, donc, je suis partie de la définition d'excès de violence qu'un individu ne peut accueillir en tant que sujet, justement. C'est ça la définition la plus consensuelle du trauma, et de voir les points communs qu'il y avait entre différentes formes d'événements traumatiques. Donc j'insiste aussi sur la dimension de l'événement externe qui arrive. Et donc voilà, c'est un repère. C'est un repère qui me permet d'éviter de trop relativiser ou de trop brader la notion de trauma, de ne pas en parler avec une extension abusive. Et puis, ça montre que je m'intéresse au lien entre l'événement externe traumatique d'une violence excessive et comment on peut faire pour se sentir à nouveau sujet après avoir vécu ce type d'événement.
Il y a une question que je voudrais, c'est plus une remarque qu'une question d'ailleurs. Vous m'entendez? Oui, c'est Jacques. Mhm. Est-ce que vous m'entendez? Normal, Jacques. T'es trop. Oui, vous m'entendez? On Oui, t'entend. oui, là, ça va. Oui. Ah, je suis trop- Non, c'était une remarque sur la question de, je trouve très intéressant cette distinction entre le retranchement et le refoulement. Ça mériterait probablement tout un développement. Euh, Traumatisme, je pensais traumatisme, trou. Il y a quelque chose du côté de la disparition, de la possibilité d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un, la disparition dans la confiance dans le monde. C'était quelque chose que Catherine Perret développe dans son livre sur l'enseignement de la torture. C'était quelque chose qui est euh, la perte de confiance, voilà. Alors, je voulais juste remercier Gaëlle Yael, pardon, sur ce travail qu'elle fait autour de toutes ces questions d'identification à l'agresseur, identification à la victime aussi, même quand on est thérapeute. Il y a quelque chose qui est peut-être plus au-delà encore que cette question de la capacité de s'identifier. Parce que dans la capacité de s'identifier, il y a encore du lien. Et c'est la perte de lien complète qui dans ce trou que j'essaye comme ça de, 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 de poser comme question extrêmement difficile dans le travail et que ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de temps pour que enfin quelque chose la disparition du faux self permette d'avoir accès à quelqu'un qui reprend ou qui prend confiance, et même pas reprend confiance, mais prend confiance euh, 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 dans la relation qu'il a avec son thérapeute. Voilà, c'est une remarque que je voulais faire. J'espère que vous m'avez entendu. Oui, on t'a entendu. Merci. Merci, Jacques. Tu veux dire quelque chose? Bon. Les blancs par Zoom sont encore plus blancs que blancs. Fait silence, ça fait écho à notre sujet. Charles Serfati veut parler? Broche ton micro, Charles. En plus, on voit des petites mains qui se lèvent. Oui, Voilà. oui, je pensais à un cas de figure, mais je ne sais pas s'il relève de ce dont on parle ce soir, de ce que vous avez travaillé. C'est les personnes qui voient leur désir de longue date entretenu par une rêverie diurne qui se réalise. Et ça peut être traumatique. Je veux dire, ça peut déclencher une psychose ou un moment psychotique. Je pense aux hommes politiques, quelqu'un qui devient président de la République. C'est pas la même chose de le rêver et de le devenir, évidemment. Et il y a ce passage qui quelquefois fait, enfin, n'est pas si évident. Bien évidemment, je pense aussi à autre chose. Combien d'hommes rêvent d'avoir des enfants, mais c'est pas du tout pareil tant qu'ils le souhaitent et le jour où ils le deviennent vraiment. Voilà. Oui. C'est Christian David, je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui s'appelle sur la... C'est pas le discours amoureux, c'est... Roland Barthes. Ça, c'est Roland Barthes. Mais il a écrit un livre sur la relation amoureuse, Christian David, qui parle beaucoup du trauma de la rencontre dans l'amour. Donc, effectivement, on peut en parler, on peut parler du trauma dans différentes situations. Tu évoques dans ton livre la question du trauma de la naissance, avec
c'est Autoran, c'est Mm. un trauma du Mais sexuel. la façon dont Ferenczi répond, elle est quand même très chouette. Mhm. On s'en occupe tellement que c'est bon. Du bébé. Oui, puis il y a quand même aussi la question dans le trauma, la question de la victime, et du statut de la victime, qui est quand même un statut quand même très très privilégié par les temps qui courent. Hein. Quand même, hein, c'est une des figures contemporaines, la victime, qui est tout à fait, où il y a des tas de bénéfices secondaires aussi. Et ça pose question aussi. Est-ce que par rapport au rêve, ça constitue une construction ou pas? Peut-être que ça peut être une piste de réflexion. Parce que c'est vrai que quand on accompagne nos patients vers la réalisation de certains de leurs rêves, hein, un patient qui arrive à avoir à rénover une belle maison, est-ce que ça va lui réussir? Est-ce qu'il arrivera à l'habiter? Ou est-ce qu'au contraire, ça constituera la perte d'un rêve, le fait de l'avoir réalisé? C'est quelque chose qu'on accompagne régulièrement, qui fait qu'on est rassuré d'ailleurs quand les changements ne sont pas trop brutaux. Alors, est-ce que c'est plus pour le patient ou pour nous qui arrivons mieux à nous sentir proches des patients, hein, dire est-ce que ça va ce changement, peut-être que ça fait aussi écho aux peurs des patients artistes. Est-ce que si je vais mieux, je serai aussi fécond, est-ce que j'arriverai à créer sans souffrir? Alors comment est-ce qu'on négocie ce passage de la réalisation de certaines aspirations? Est-ce que ça fait écho à ce que vous posiez comme question? Oui, moi, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, de quelque chose qui serait de l'ordre de la réalisation du fantasme, de la traversée du fantasme, qui serait traumatique. Hein, il y aurait un trauma, il y aurait quelque chose d'un trauma qui serait la traversée du fantasme. Ça, j'en sais rien. Donc ça, ouais, peut-être, effectivement, je laisse ça en suspens, mais il y a la question de la création qui là rejoint la reconstruction, la recréation dans un contexte traumatique. Ça fait peut-être écho avec quelque chose qui n'est peut-être pas de l'ordre du trauma. Ça, je maintiens. Voilà. Mais de l'ordre de la création. Et ça, c'est toujours un moment fragile, un moment vulnérable. Bon. Oui, je peux, si personne ne parle, oui, je voudrais bien reprendre un peu. J'entends tout à fait la distinction entre le retranchement et le refoulement. Bon, le retranchement, ceci dit que le retranchement, on peut en trouver des traces, je pense, dans peut-être toute analyse à un moment donné ou à un autre. Mais il me semble que quand vous parlez de trauma, il n'y a pas seulement du retranchement, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été symbolisé, mais que ça suppose un, un persécuteur quelque part. Bon. Je pense, parce que voilà, je pense à une patiente que j'ai depuis longtemps, qui psychiatriquement serait étiquetée tout à fait paranoïaque. Bon, or, voilà, je ne vais pas raconter son cas, c'est trop long, mais simplement, il s'est trouvé que pendant 6 mois, elle a développé ce que me semblait être un délire, que je dirais onirique. Je ne sais pas si ça a bien un statut, mais c'est comme ça que je le sens. C'était entre délire et rêve éveillé. Et où elle s'imaginait enfant, petit enfant, à 1 an, 2 ans, violée par tout le monde de l'orphelinat où elle se trouvait. Bon, des infirmiers, des docteurs, etc., etc. Il s'est avéré que
En fait, effectivement, en retrouvant son dossier, elle avait été placée vers 6 mois, 1 an, pendant 6 mois, pardon, dans un orphelinat avant d'être accueillie dans une famille d'accueil. Alors, il y a un trou là. Et à l'orphelinat, elle n'a jamais pu obtenir de savoir ce qui s'était passé pendant ces 6 mois. L'administration lui a dit que ça ne pouvait pas se communiquer. Alors, il y a quelque chose de traumatique, me semble-t-il, c'est ce trou de 6 mois. Et bon, ça peut. Alors, est-ce que pour autant, il faut imaginer, essayer de trouver que, non pas qu'elle ait été violée par tout le monde, comme elle a pu le dire, mais ça pourrait faire penser à des mauvais traitements dans sa famille qui a amené à ce qu'on la place. Bon, moi, il me semble que le traumatique, en tout cas, c'est ce trou. Pas forcément un événement où il y aurait eu quelqu'un qui viendrait abuser d'elle. Elle l'a traduit comme ça. Et là, c'est plutôt de l'ordre du délire, effectivement, bon, qui n'est pas tout à fait du fantasme, en effet. Mais voilà, c'est une question que je pose, qui est traumatique. Est-ce que c'est surtout le trou, ça reviendrait au traumatisme, bon, dans une période de sa vie, ou est-ce que c'est nécessairement l'action perverse, entre guillemets, d'un autre ou de plusieurs autres, si c'est collectif, qui viendrait, dont il s'agirait à tout prix de trouver, de désigner et bon, de déclarer coupable. Voilà, c'est une question, bon, ça me fait penser à ce cas parce que il me semble vraiment que c'est, dans ce cas en tout cas, pas généralisé, mais c'est plutôt le trou, hein, le non-savoir comme tel, qui est peut-être le plus traumatique. Moi, ça me vient en vous écoutant, hein. C'est pas une théorie élaborée. Ça n'est pas seulement un non-savoir, c'est un savoir qui lui est refusé, si j'ai Oui, bien entendu. oui, 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 pas pareil. peut-être, oui. Il me semble que ça n'a pas les mêmes effets, justement. Et c'est là que Qui c'est qui a parlé là? Parce qu'on n'a pas. c'est Sylvie Benzac. Ah, Sylvie, salut Sylvie. J'ai eu une coupure Internet énorme et je n'ai pu vous rejoindre que là. Voilà. Ok. Tu voulais dire quelque chose, Gaëlle? Non, non, mais c'est une hypothèse qui peut s'ajouter aux autres, hein. On n'a pas besoin de choisir dans cette situation puisque les deux ne s'invalident pas et peuvent même coexister. Absolument. Et d'ailleurs, essayer de donner des contours à des choses terrifiantes, au moins donne un contour qui permet de voir quelque chose en face de soi. Donc c'est vrai que la question de trouver une forme, un support, elle peut déjà aider quelqu'un. Il faut border le trou, quoi. Moi, je voulais dire, en écho à ce que disait Pierre Boismenu, que il me semble que ce que tu racontais de ta patiente vient tout à fait en écho de ce que dit Freud quand il dit que le délire est une tentative de guérison. Oui, c'est vrai, j'en viens à me demander si sa paranoïa, parce que les voisins l'agressent, etc., etc. Bon, dans l'actuel même, hein, enfin, elle reporte que c'est une manière pour elle, elle en a comme si elle en avait besoin pour exister, Oui. et pour boucher le trou, pour faire que elle n'ait pas affaire à ces 6 mois, je sais pas, autre chose, à ce trou, effectivement. Où il y a, je ne dirais pas qu'elle invente, enfin, dans son délire, elle invente les agresseurs, mais il y a peut-être, alors est-ce qu'il y a des agresseurs auxquels il faudrait retrouver la trace, desquels il faudrait retrouver la trace, ou est-ce que les agresseurs sont précisément, dans le délire, sont précisément une manière de quand même exister.
pour pouvoir supposer à quelqu'un de rendre raison de ce qu'on trouve. Voilà, des choses comme ça. Et qui est de l'autre dans le trou, fût-il le méchant. Voilà. Voilà. Oui. C'est-à-dire l'autre, ça peut être l'absence, parce que quand on voit le nombre d'enfants en rapport avec le nombre de personnes qui s'occupent dans les orphelinats, les rapports sont tellement, c'est pas du 1 pour 10, c'est du 1 pour 20, du 1 pour 30. Donc moi, ça me fait penser à la détresse dont parle Freud, les Flosigkeit. On imagine, enfin, ça c'est mon association, mais on imagine effectivement l'absence de bras, l'absence d'autres dans un orphelinat. C'est l'absence. Ça manque, le manque de l'autre. Et le manque de l'autre fait. Et c'est la détresse primordiale quand même. Est-ce que finalement, c'est Gaël Malpertuis, est-ce que finalement c'est l'exemple de Pierre Boismenu qui m'y fait penser? Est-ce que finalement cette clinique du trauma qui est mise en avant, elle ne dit pas quelque chose aussi peut-être de l'angoisse de l'analyse de rencontrer la réalité? Quelque chose autour voilà, de cette irruption du réel qui viendrait déstabiliser finalement l'analyste et qui le mettrait un peu en défaut, quoi, en savoir, bon, entre autres sur la question de la vérité ou pas. Et finalement, on est tout le temps là un peu à osciller entre est-ce le trou, est-ce le contour, est-ce l'objet, est-ce le fantasme? Et comme s'il y avait dans cette clinique du trauma, je ne le dirais pas autrement qu'une angoisse de l'analyste face à l'événement. Par rapport à cette question, ce qui est intéressant, c'est de constater que certains traumas extrêmement anciens sont retrouvés une fois que toutes les tranches d'analyse, pour m'exprimer ainsi, de quelqu'un sont terminées. Et ça se passe hors analyse. Et c'est ce que soulignait du reste Françoise Davoine. Je ne me souviens plus dans quel texte, où elle disait que ça lui était tombé dessus comme ça. C'était comme cette scène retranchée qui lui était tombée dessus. Elle avait pu établir des liens, chose qu'elle n'avait jamais pu formuler lors de son ou ses analyses. Et je veux dire, ça c'est le témoignage de Françoise Davoine que j'ai relu récemment, mais il y en a d'autres comme ça. Ouais. Enfin, ça dépend de ce qui se passe dans une analyse. Hein. Oui. Ça dépend, oui, ça dépend de la nature de l'analyse aussi. Évidemment. Oui, mais on peut. Oui, enfin bon, bref. Ben, comment il s'appelle celui qui a dirigé les Vet Centers, Art Blanc, témoigne de son parcours analytique en disant qu'il avait fait une analyse qu'il avait pleinement satisfait, mais qu'il n'avait pas du tout abordé ses traumas. Et qu'il avait dû chercher, il avait compté 11 analystes pour finir par tomber sur quelqu'un qui pouvait faire cet aspect de ce dont il avait besoin avec lui. Donc, voilà. Je ne sais pas si chronologiquement ça doit être à tel moment de la vie ou si ça dépend, ou si ça peut dépendre aussi des rencontres qu'on fait. Peut-être que certaines choses ne peuvent se découvrir que dans une extrême solitude aussi. Et que les analyses précédentes ont pu préparer un peu le terrain. Voilà, accompagner. C'est juste ce que tu dis, Sylvie. Ce que tu amènes, c'est très intéressant par rapport à la formation de l'analyste. Et quand l'analyse de l'analyste est terminée ou pas.
pour revenir… À la difficulté de beaucoup de nos collègues justement de refaire une tranche à un moment ou à un autre. Oui, oui. Il me semble quand même que dans l'exemple qui est donné, que tu donnes, Sylvie, de Françoise Davoine, ce qu'elle raconte, c'est que dans son analyse, tout avait été interprété en termes oedipiens. Et oui, tout à fait. c'était un rêve récurrent de poursuite par des hommes en armes, et tout était interprété en termes phalliques. Et c'est dans l'après-coup de l'analyse, ce qu'elle écrit, c'est que lui sont revenus des souvenirs retranchés de ses parents pendant la Résistance. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'intuition, quand même, dans cet après-coup de l'analyse, une des intuitions qui fait qu'elle a élaboré toute cette méthode de recherche des traumas. Ça me paraît, moi, quand même important à resituer aussi parce que quelque chose avait été défaillant d'une certaine manière, un peu comme ce que dit Yael Mapertu, il avait été défaillant dans l'analyse précédente, qu'elle est allée chercher au-delà, parce qu'il y avait quelque chose qui restait en souffrance pour elle. Mais bien sûr que ce n'est pas généralisable, et que, absolument, oui. Que ça peut aussi se produire dans l'après-coup d'une analyse, que quelque chose surgisse, comme ce que tu viens de dire, oui. Oui, et qui a été préparé par tout le travail analytique antérieur. Alors ça surgit, ça n'est plus dans une… D'ailleurs, je reprends ce terme de solitude extrême, c'est une solitude accompagnée. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une solitude nécessaire, probablement, pour mettre le doigt sur certaines choses. Je voulais revenir sur la question qui était discutée tout à l'heure par Pierre Boismenu, et sur la question du traumatisme et du trou. Ça fait très longtemps que j'accueille au centre de jour 2 sœurs paranoïaques qui nous ont raconté qu'elles avaient été violées pendant toute leur enfance par leur mère, par toute une partie de la famille. Et j'ai longtemps cru que ça faisait partie de leur délire paranoïaque et que c'était une construction délirante qui justifiait le fait que, pour elles, le monde entier était persécuteur. Et puis un jour, une stagiaire est arrivée au centre de jour qui était du même village que ces 2 sœurs et qui a pu attester de la vérité du préjudice subi et que réellement tout le village était au courant des violences, des viols qu'elles avaient subis et le village avait gardé le silence. Donc, bien sûr, les paranoïaques aussi ont des persécuteurs et peuvent subir des traumatismes. Et effectivement, pour elles, reconnaître la réalité du viol subi et des traumatismes, alors on ne les a pas guéris de la paranoïa, ça c'est sûr, mais quand même, ça leur a redonné une certaine confiance dans l'autre qui les écoutait, parce que ce n'était pas rabattu tout le temps sur du délire. Effectivement, il s'était passé quelque chose, ça n'était pas rien. Et pourquoi d'ailleurs opposer délire et vérité? Voilà. Elles restituaient dans leur délire quelque chose qui avait été réellement vécu. Et pourquoi ne pas croire ce que racontent les patients? Ah oui. Et le délire leur était indispensable. Alors, pourquoi ne pas croire? C'est parce que c'était tellement énorme qu'on était submergé. C'était incroyable, voilà. Voilà. Oui, mais c'est submergé par le réel, voilà. Inaudible et incroyable. Bon, bah écoutez, on va peut-être rester là-dessus pour ce soir, hein, moi qui ai d'autres interventions, une dernière intervention. Yael, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais écoutez, merci. Je suis ravie d'avoir échangé avec vous tous. Voilà, donc bonne fin de soirée, et puis au samedi 13, n'est-ce pas, Patrick? Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir à tous, merci.